Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la première présentation de ce soir. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. On va accueillir Elisabeth, qui est étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Petit temps de passage de notes. Elle détient également une maîtrise en service social et dans le cadre de ses travaux, elle s'intéresse aux personnes adolescentes qui vivent une hospitalisation en raison de leur état de santé mentale et aux conditions qui vont favoriser la transition et le rétablissement de ces personnes adolescentes. Elisabeth, je t'invite tout de suite à monter sur scène. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Bonsoir, merci pour votre accueil. OK, c'est bon diaporama. Dans un premier temps, j'aimerais ça vous demander de vous remémorer le temps où vous alliez à l'école secondaire. Hein? Donc, c'est peut-être des souvenirs qui sont... Est-ce que je parle assez fort? Oui, OK. Alors, c'est peut-être des souvenirs qui sont pas si lointains pour certains, un peu plus loin pour d'autres. Par là. OK. Fait qu'on va s'aider avec cette image-là. Peut-être que ça vous... Non, pas celle-là. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs. Je vais vous demander un peu plus précisément de vous souvenir d'un moment où vous auriez manqué de l'école durant plusieurs jours consécutifs. Est-ce qu'il y en a à main levée qui se souviennent d'avoir manqué quelques jours d'école à l'école secondaire pour diverses raisons? Soyez pas gênés, là, je ne vais pas vous demander pourquoi. Alors, ça peut être pour plein de raisons, en fait. Peut-être que vous aviez une grosse grippe, une mononucléose, un autre problème de santé, ou peu importe ce qui est arrivé dans votre vie. Mais à ces personnes qui se souviennent, essayez de vous rappeler un peu comment vous vous êtes sentis au moment de retourner à l'école après avoir manqué quelques jours. Peut-être que vous étiez stressé par rapport à la matière que vous aviez manqué. Peut-être que vous aviez manqué même des examens qui étaient à reprendre, des travaux, etc. Moi, en fait, j'ai volé mon punch, là, mais quand je pense à un moment où j'ai manqué de l'école pendant plusieurs jours, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. C'est parce que j'ai eu la chance de faire un voyage en Afrique. Et puis, malgré le fait que la raison de mon absence était super heureuse, soit découvrir un nouveau continent, et aussi que cette absence-là était planifiée, mais malgré tout ça, là, la jeune fille de 14 ans que j'étais était bien stressée de manquer 2 semaines d'école, même que j'ai très bon souvenir d'être partie avec, dans mes bagages, mes gros manuels de mathématiques bien lourds. Oui. Mais là, assez parlé de mon expérience heureuse, bien que stressante, d'avoir manqué 2 semaines d'école au secondaire. La raison pour laquelle je nous ramène à nos propres expériences, c'est pour essayer d'un peu mieux s'imaginer ce que peuvent vivre des adolescents, des adolescentes qui retournent à l'école secondaire après s'y être absentés en raison d'une hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc, en pédo quoi? Pédopsychiatrie. En fait, là, j'entends par ça le service pour enfants et adolescents de l'hôpital qui traite des troubles mentaux. Puis pour vous donner quelques exemples de troubles mentaux, on peut penser à des troubles d'anxiété, de la dépression, des troubles de comportement alimentaire, etc. Et donc, ces jeunes qui vivent cette expérience d'être hospitalisés, de retourner à l'école, peuvent devoir faire face à plusieurs défis au moment de revenir à l'école. Donc, on a parlé déjà un peu du retard là, sur le plan scolaire, mais à tout ça s'ajoute l'état de santé mentale qui peut être encore fragile, dont les jeunes doivent prendre soin. Et cet état de santé mentale-là peut aussi apporter des difficultés là, à faire des nouveaux apprentissages. En plus de tout ça, bien, il y a des questions sur les raisons de l'absence qui peuvent venir d'autres jeunes, qui peuvent venir d'enseignants, puis il y a même des jeunes qui font face là, à des rumeurs au sujet de leur absence. Ce qui m'amène aussi à vous parler de stigmatisation qui est parfois présente, c'est-à-dire le fait là, d'être étiqueté comme une personne qui a des troubles mentaux, puis d'être réduit à cette étiquette-là finalement. Donc, face à tous ces défis auxquels doivent faire face les jeunes, bien, on s'est demandé là, comment les aider à surmonter les défis de cette transition de l'hôpital à l'école. Et c'est là que le soutien social nous est apparu comme une bonne piste de solution à investiguer.
Donc, le soutien social, c'est l'aide qu'une personne reçoit ou qu'elle perçoit comme étant disponible auprès de son réseau, autant son réseau formel, donc on pense à des enseignants, des intervenants, un médecin par exemple, ou de son réseau informel, donc des parents, des amis, de la fratrie même. Puis là, pour vous donner des exemples très concrets là, de soutien social, bien, le soutien social, c'est autant ta mère qui te prête de l'argent pour arrondir ta fin de mois que ton père qui te prépare des petits plats congelés pour que tu manges bien toute la semaine. J'ai essayé de ne pas être stéréotypée, éviter les stéréotypes ici. C'est aussi là, ton professeur qui prend du temps supplémentaire avec toi pour t'occuper de la matière que tu n'as pas bien compris, ou encore tes amis, tes bons amis vers qui tu sais que tu peux te tourner si tu en as besoin. Mais tout ça, ce sont des exemples de soutien social. Puis ce qu'on sait d'une façon générale là, du soutien social, entre autres, c'est que dans des situations stressantes, bien, ça permet d'atténuer les effets néfastes du stress sur la santé, puis donc de favoriser le bien-être. Donc, on s'est demandé, c'est quoi l'expérience de soutien social des ados lors de la transition de l'hôpital à l'école? Puis aujourd'hui, bien, je viens vous parler plus spécifiquement de ce qui ressort comme étant particulièrement aidant. Donc, qu'est-ce que c'est, sans plus attendre? En fait, c'est de percevoir du soutien. Percevoir du soutien, c'est ressorti comme un élément essentiel au bien-être des ados qui reviennent à l'école après une hospitalisation en pédopsychiatrie. Donc, le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous en cas de besoin, puis de voir en fait ce soutien latent, cette aide qui est disponible en cas de besoin, bien, ça semblait parfois être peut-être même plus aidant que de recevoir concrètement le soutien. Donc là, je vous parle de soutien perçu, soutien reçu. Pour vous donner un autre exemple concret, là, ça, c'est la différence entre mon chum qui me dit qu'il est disponible là, si j'ai besoin de parler, là, si je vis quelque chose. Donc, je perçois un soutien et j'apprécie. C'est la différence entre ça et le moment où je vais effectivement me tourner vers lui pour ventiler, me confier. Et puis là, je vais recevoir du soutien qui peut correspondre à mon besoin de trouver une écoute attentive, mais qui peut aussi pas répondre à ce besoin-là, puis peut-être que je vais trouver cette journée-là une écoute distraite, ou pire, pour moi, peut-être que je vais avoir plein de conseils sur ce que je devrais donc faire. Mais ça, c'est moi. Donc, mais là, les résultats de mon mémoire n'indiquent pas, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça, que les résultats indiquent que le soutien reçu, c'est très risqué, puis mieux vaut ne pas en donner parce que peut-être que la personne ne l'appréciera pas, là, c'est pas ça. Mais avec le soutien social perçu, on se trompe moins. Bon, c'est sûr, là, c'est plus facile, il n'est pas encore donné. Mais outre ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans ce contexte-là, le soutien social perçu a des fonctions importantes. Donc, quelles sont ces fonctions-là? Oui, c'est ça. En fait, percevoir là, du soutien, c'est un élément important dans ce contexte parce que ça permet aux jeunes de se sentir importants pour l'autre. Ça leur permet également de savoir qu'ils peuvent se confier en cas de besoin. S'ils osent le faire, il y a quelqu'un qui est là pour eux. Ça leur permet aussi de briser le sentiment de solitude. Puis là, je m'arrête ici, c'est un point très important, parce que le sentiment de solitude, puis le sentiment de distance avec les autres, c'est un sentiment qui est très marqué dans ce contexte-là. D'ailleurs, toutes les personnes participantes là, de l'étude nous en ont parlé. Également, le soutien social, le soutien perçu, ça permet de sentir un lien à l'autre. Puis, dans le cas d'une participante, sentir ce lien-là, ça lui a même permis d'éviter de... ça lui a même permis de ne pas passer à l'acte suicidaire. Donc, c'est non négligeable. Puis, je tiens à dire que les photos qu'on voit sur cette diapositive-là ont toutes été soit prises ou choisies sur une banque d'images libres de droit par les personnes qui ont participé à l'étude
pour décrire leur retour à l'école ou encore nous parler de ce que ça leur a pris pour que ça se passe bien. Donc, qu'est-ce qui permet aux ados dans cette situation de percevoir du soutien? Ou autrement dit, là, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut aider ces jeunes-là et qu'ils perçoivent notre soutien? Bien, la première des choses très importantes, c'est la présence. Donc, offrir une présence soutenue, bienveillante, qu'on soit un parent, un proche, un enseignant, un intervenant, ça peut faire une différence. Le deuxième point, c'est l'aller vers. En anglais, on va dire le reaching out. Donc, c'est le fait de ne pas attendre que la demande d'aide se fasse, parce que parfois, ça peut être difficile, exigeant de faire cette demande-là. Donc, c'est d'offrir, prendre les devants puis d'offrir. D'offrir notre soutien, de l'accompagnement, d'offrir des accommodations aussi à l'école. Donc, aller vers eux. Également, il y a des jeunes qui nous ont parlé de la reconnaissance de leur vécu, donc la reconnaissance de leur souffrance, de leur résilience. Bref, si on sait, si on est au courant, de ne pas faire comme si de rien n'était, mais attention, le faire en toute discrétion, là, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant. Donc, je reviens avec mon message clé. Percevoir du soutien ressort comme un élément essentiel au bien-être des ados qui retournent à l'école après une hospitalisation en pédopsychiatrie. Puis pourquoi? Bien, notamment là, parce que ça permet de briser le sentiment de solitude et de distance avec les autres qui est très marqué dans ce contexte-là. Pour la suite, ben, ça pourrait être intéressant là, de se pencher sur certains types d'interventions qui ont le potentiel là, justement d'augmenter le soutien social perçu, notamment là, l'intervention de groupe, puis la paire aidance. Donc, la paire aidance, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu l'expérience de l'hospitalisation et de retour à l'école qui, dans le passé, puis qui pourrait être présent là, pour un jeune qui vit la situation. Donc, voilà pour la suite. Donc, en terminant, je tiens à remercier sincèrement les personnes qui ont participé à l'étude, qui se sont courageusement et généreusement ouvertes sur leur expérience. Merci également à mes directrices Julie Noël, Anne-Marie Touga. Merci aux chercheurs, là, à l'équipe de chercheurs qui ont initié le projet initial duquel mon mémoire découle. Puis, merci à tous les organismes là, qui ont contribué, soit financièrement ou d'une autre façon, à la fois au projet de recherche, à mon mémoire là, ou à cette présentation. Merci à toute l'équipe du Bistro Brain, puis merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Je t'invite à rester pour les petites questions. Donc, on a un petit 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'on aurait des participants dans la salle qui auraient des questions pour Elisabeth? Je vous invite à aller, il y a un micro au fond, ou simplement lever la main et parler très fort, si vous préférez. Moi, j'en aurais peut-être une pour toi, pour commencer, Elisabeth. Je me demandais, on parle de soutien perçu. Est-ce que, quand on perçoit un soutien et que, justement, on veut, à un certain moment, le recevoir, mais que peut-être la réception ne se fait pas, que finalement la personne retire un peu sa proposition. Est-ce que ce genre de situation, c'est des choses que vous avez pris en compte dans l'étude ou qui, selon toi, seraient importantes ou peut-être pas tant? Bien, en fait, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça dans les données, là, dans les témoignages des personnes. C'est pas quelque chose qui est ressorti. J'avoue que peut-être que mon exemple n'était pas super bon parce que je vous ai peut-être amené à croire que c'était quelque chose qui se faisait. Mais non, normalement, j'ai l'impression que les gens qui offrent leur soutien l'offrent jusqu'au bout. Là. Ouais. Parfait, merci. Merci pour ta question. Oui, au micro, je t'en prie. Merci beaucoup pour ta présentation. Avez-vous, dans les sujets interrogés justement des adultes qui ont vécu de l'hospitalisation pendant leur adolescence et qui, a posteriori, seraient capables d'exprimer, ça aurait été quoi leurs besoins à ce moment-là, etc.?
Merci beaucoup pour ta question. En fait, ça m'amène à parler de l'échantillon. Les personnes qu'on a interrogées, en fait, sont des jeunes adultes qui ont vécu cette expérience-là durant l'adolescence, donc qui nous ont parlé de façon rétrospective, là, qui avaient un regard puis une certaine distance sur l'expérience qu'ils ont vécue. Oui. Merci. On a encore le temps pour une dernière question. S'il n'y en a pas, on va finir là. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette première présentation. Jamais facile. Merci. Merci beaucoup.